Bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur le plateau de BFM Business pour l'émission Parlons Crypto. Cette semaine, on va parler d'un projet français qui, en utilisant la blockchain, va réinventer une gigantesque industrie, celle de la billetterie. Comment vas-tu Thibaut ? Bonjour à tous, écoute, ça va malgré une période assez agitée. Bienvenue sur Parlons Crypto, notre rendez-vous hebdomadaire dans lequel on vous explique comment et pourquoi la blockchain et les crypto-monnaies vont changer le monde. D'ailleurs, si vous avez des sujets intéressants que vous souhaiteriez nous voir traiter, aborder, ou des personnalités de l'écosystème que vous aimeriez nous voir accueillir, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Et donc aujourd'hui, on va effectivement s'attaquer à une gigantesque industrie. Un exemple qui est souvent cité dans les cas d'usage de la blockchain, comment la blockchain peut finalement s'incorporer dans notre quotidien. On cite souvent l'exemple de la billetterie et force est de constater que jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas encore beaucoup de projets qui s'étaient attaqués à ce marché-là jusqu'à la révolution NFT. Et là, on va en parler aujourd'hui avec un projet français qui s'appelle Billy et on reçoit le fondateur. Bonjour Robin, comment vas-tu ? Salut Thibaut, merci encore pour l'invitation. Ça va super et vous ? Oui, alors question d'usage chez nous, Robin. Quel est ton parcours et comment tu es tombé dans la crypto ? Alors, parcours, moi je suis ingénieur de formation. Je me suis spécialisé il y a 6-7 ans maintenant dans tout ce qui est Big Data, IA, Machine Learning, Cloud. Donc tech de formation, data scientist, passionné par tout ce qui touche à la tech en général. Et du coup, depuis 2016-2017, moi je me souviens, c'était un des premiers gros bull runs où le Bitcoin était à 6000 à l'époque, où j'ai commencé à m'y intéresser, où j'ai investi avec mon père, etc. Et voilà, donc ça fait 5 ans à peu près que je suis ça. Et depuis maintenant 18 mois, je me suis lancé dans cet écosystème. Et puis 10 mois et demi d'aventure avec Billy. Bon, alors tu vas nous expliquer ce qu'est Billy en 2 phrases. Quel est le concept de cette entreprise ? C'est assez simple. Chez Billy, nous, on fournit donc des solutions de billetterie et d'engagement des fans dans le domaine du live, que ce soit la musique, le sport, la culture, les conférences, etc. Notre particularité, c'est que chaque billet chez Billy est émis sous la forme d'un NFT. Donc, tu as un côté assez vertueux, on en reparlera, mais ça permet d'empêcher une partie de la fraude, d'empêcher la revente multiple de billets. La traçabilité, la transparence apporte un lien direct à son audience et à ses fans, ce qui n'est pas le cas dans pas mal de grosses boîtes type Ticketmaster qui vont avoir tendance parfois à ne pas communiquer la donnée et agir comme un mur. Donc nous, on vient essayer un peu de casser tout ça avec quelque chose de très créatif parce que chaque billet devient une œuvre d'art cool à collectionner comme on pouvait la collectionner il y a 10-15 ans où des gens ont un petit billet dans leur cadre encadré ou dans une boîte à chaussures en souvenir. Nous, on va venir réinvestir ce billet avec sur Billy. tout ça. Voilà. Il y a un terme qu'on va utiliser beaucoup aujourd'hui, qui est le terme de NFT. Thibaut, tu t'y colles ? Ouais, on va le redéfinir. Je pensais qu'on avait passé cette étape de devoir définir ce terme. Malheureusement. Mais je me suis rendu compte ce week-end qu'il y avait encore un petit peu de boulot. Alors NFT, donc 3 lettres, non-fungible token. Le principe de non-fungibilité, en fait, c'est l'unicité. Donc le NFT est en fait une brique technologique qui permet d'apporter de l'unicité, de la rareté à un fichier numérique. Voilà, tout simplement. Et effectivement, dans un premier temps, on a trouvé des applications dans le domaine de l'art parce que c'est là où ça sonne tout de suite et ça fait tout de suite écho. Mais la réalité, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et là, on va commencer à avoir réellement des usages très, très intéressants qui vont aller sur les NFT. Comme toujours, très clair. Alors Robin, la première question qui nous vient à l'esprit, une question un peu générale, mais la billetterie, ça s'applique à plein de domaines. Faire de la billetterie dans l'aviation, dans le spectacle, dans les transports, dans les concerts, dans énormément de choses. Est-ce que c'est la même chose de gérer des billets pour des musées, des concerts ? Est-ce que tu peux nous donner des exemples ? Et du coup, vous, Billy, ça s'adresse à qui ? Alors, bonne question, en effet, c'est une industrie qui est multiverticalisée. Évidemment, les contraintes sont différentes de si je suis une salle de concert, si je suis un musée, si je suis un stade de foot avec du placé, etc. Donc, il y a plein de problématiques très concrètes qui sont assez liées au secteur. Nous, on ne va pas bosser dans tout ce qui est transport avec Billy. On essaie vraiment de réinvestir le billet d'un point de vue créatif et d'aider en fait les artistes, les orgas à engager leur commu. Donc, nous, on va plutôt s'intéresser et parler avec les personnes qui sont dans le monde de la musique, du sport, là où il y a un attachement émotionnel. Au moment où on va, il y a une ferveur, il y a un fan engagement qui est fort. Donc nous, on est quand même assez concentré sur art, culture en général, ça peut être théâtre, musique et sport avec Billy. Après, on fait aussi quelques conférences crypto,
d'événements tech, parce que évidemment, les tech savvy, ça fait kiffer les gens d'avoir un truc assez innovant et assez cool. Ok. Pour rentrer un petit peu dans les détails de ce que fait Billy, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que là, on est typiquement dans une application où la brique de la blockchain, elle va permettre de réinventer le métier, mais vraiment en profondeur, et elle va permettre d'aller beaucoup plus loin et de faire beaucoup de choses. Donc, on va parler un petit peu de toutes ces étapes, mais ce qui est intéressant, c'est que tu vas à la fois toucher la partie organisateur, artiste, etc., et aussi la partie consommateur, celui qui va participer à l'événement. On va essayer de les prendre dans l'ordre. D'abord, côté organisateur, tu l'as évoqué très rapidement au début. Ce qui est hyper intéressant pour l'organisateur, c'est que contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, il va pouvoir avoir, d'un point de vue économique, une mainmise complète sur l'ensemble de la distribution, avant, pendant et même après. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça se matérialise là? Exactement, ouais. Alors, c'est simple. Nous, on considère qu'on va fournir des outils techniques, une plateforme qui va permettre aux orgas de créer un événement, de vendre cet événement et de venir engager leur audience. Et un message qui est assez fort et qui est assez intéressant, c'est de se dire que même si demain on bosse plus avec Billy, mais en fait, son smart contract, donc sa collection qui va régir ses ventes primaires et secondaires, sont déployés sur la blockchain. Ceux qui possèdent le NFT, le billet, qui sont venus, ou pas d'ailleurs, on en reparlera, mais c'est aussi écrit sur la blockchain. Donc en fait, la décentralisation est intéressante parce qu'elle permet d'avoir ce lien direct, grâce à la transparence et à la traçabilité, vers son audience. Et nous, ce qu'on fait, c'est que on considère qu'un billet, en fait, peut agir comme une carte de membre ou comme une clé qui va te permettre de déverrouiller des expériences, même après ton événement. Un truc assez cool qu'on a fait avec Billy sur un concert, c'est que les 3 artistes, qui étaient des rappeurs, ont fait une playlist qu'ils ont permis uniquement à leur commu d'écouter après l'événement. Donc c'est ce genre d'expérience un peu cool qu'on essaie de mettre en place. Ça pourrait être l'écoute d'un album en exclusivité à tous mes fans qui sont venus me voir pendant une tournée. Il y a plein de petites choses digitales, d'expériences exclusives qu'on peut créer grâce au token qui agit comme une carte. Oui, passionnant. Donc en fait, si je résume, pour organiser un concert, je programme moi-même mon événement sur Billy. On reviendra là-dessus, savoir d'un point de vue fonctionnel comment ça fonctionne. Je peux éviter le marché secondaire, ou en tout cas, je peux le maîtriser. Je peux éviter le marché noir, je peux éviter qu'il y ait une inflation sur les prix de mes billets, etc. Exactement. Là aussi, je voudrais que tu nous expliques comment ça fonctionne. Et ça fonctionne, j'imagine, aussi sur des très, très gros événements. Ouais, bien sûr. Alors, premier point, c'est la vente, donc achat primaire et achat secondaire. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand on achète un billet, sur 99% des cas, on reçoit un PDF par mail. Ce PDF, on perd la traçabilité, donc on perd le lien potentiellement à son audience. Ce PDF, pour des gros événements, on l'a vu au Stade de France, il y a 3000 personnes qui ont acheté un faux billet parce qu'ils ont acheté un PDF qui était falsifié, ils ont été bloqués à l'entrée. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant parce que de ce que tu m'expliquais, la problématique aussi de Billy, elle est venue par une expérience que tu as toi-même vécue. Exactement. Nous, en fait, l'histoire du Stade de France, qu'on a tous vu il y a 4 mois, moi je l'ai vécu avec mon associé, mais à un festival qui s'appelle le Deckmantel, à Amsterdam, qui est un gros festival de house techno. C'est mon coloc qui avait acheté sa place sur une billetterie qui s'appelle Ticket Swap, une plateforme qui est censée faire que de la revente de billets. Et en fait, il a scanné son billet, on lui a dit « Désolé monsieur, ce billet a été scanné il y a 25 minutes, vous ne pouvez pas rentrer ». Parce que enfin, il était le 30e de la journée dans ce cas-là. Il y avait un mec qui avait pris le même billet, qu'il avait vendu 30 fois, c'est le premier qui arrive qui rentre, quoi. Donc ça, avec un billet NFT, une fois que tu l'as revendu, il n'est plus dans ton wallet. Donc c'est quand même assez cool d'empêcher ces personnes de faire ça. Et tu parlais juste avant du marché secondaire. Grâce à ce qu'on appelle des smart contracts, on va même permettre de régir la vente et la revente. On pourrait mettre un prix maximum qui bloquerait les transactions si le prix dépasse. Et ça, c'est écrit sur la blockchain. C'est dans les smart contracts, donc c'est automatisé. Ça peut pas être falsifié. On pourrait avoir, s'il n'y a pas de prix max, on pourrait laisser les prix monter, mais avoir des royalties reversées automatiquement aux orgas et aux producteurs. Donc il y a un côté assez vertueux d'utiliser la blockchain pour ce cas d'usage. Voilà. Et surtout ça, c'est une hantise de plus en plus sur les gros organisateurs d'événements où tu as des quantités assez limitées, tu as des gens qui arrivent et qui achètent en masse et qui vont après revendre sur les marchés secondaires. Et c'est au final, ce qui est problématique là-dedans, c'est qu'à chaque fois, c'est le fan et le réel consommateur de l'expérience qui en pâtit à chaque fois. Donc là, on résout une problématique qui est en plus criante sur tous les secteurs, que ce soit le sport, que ce soit la musique, enfin à tous les niveaux. Il y a une autre partie qui est hyper intéressante et que pour le coup, c'est toi qui me l'as expliqué et je ne la soupçonnais pas du tout, c'est que tu me disais, aujourd'hui, les gros acteurs de l'industrie, tu en as cité quelques-uns, mais peu importe les noms, quand ils vont faire leur billetterie,
ils internalisent la data et ils ne la partagent pas avec l'artiste. C'est-à-dire que finalement, un artiste qui va faire une tournée dans toute la France, à la fin de sa tournée, à part les retours qu'il peut avoir sur les réseaux ou autres, il ne sait pas du tout qui est venu assister à son concert. Et du coup, quand il veut faire de l'engagement derrière, c'est super compliqué parce que tu n'as pas de data concrète sur qui sont les gens qui réellement te suivent et viennent te voir. Et ça, du coup, c'est une problématique aussi que tu es capable de résoudre. Ouais, exactement. C'est ça. En gros, il y a des plateformes, je vais pas citer je vais pas forcément les citer, mais il y a des plateformes qui considèrent que le trafic qui est sur leur site, c'est leurs données à eux. Donc même si un artiste, un orga est venu mettre un event et que ça passe par mon trafic, c'est pas ta donnée, c'est ma donnée. Donc c'est eux qui l'exploitent, c'est eux qui peuvent faire de la recommandation, c'est eux qui comprennent l'audience. Et oui, il y a des artistes qui ne savent même pas qui viennent à leur événement. Et quand il y a de la revente sur le marché secondaire, là c'est encore plus compliqué. Et pour les gros events, la revente sur le marché secondaire, ça peut monter à 20-25% des billets. Donc il y a toute une partie de son audience qu'on n'est pas capable de connaître. Et nous, ce qu'on fait, c'est que c'est assez simple en fait, c'est même pas nous, c'est la blockchain. Quand tu as ton NFT, c'est inscrit on-chain, c'est écrit sur la blockchain qui est le détenteur à un instant T, qui la revente 1 fois, 2 fois, 10 fois. En fait, on est capable d'avoir le registre d'informations de qui ont les wallets, quels sont les wallets qui possèdent mes billets à un instant T. Et nous, déjà, ceux qui ont les wallets, on est capable de les activer et on est capable de leur créer des expériences token gated, à savoir seuls ceux qui ont le token, donc le NFT, donc le billet, peuvent bénéficier de ce contenu exclusif sur Billy. Oui, en fait, ça permet, et on rejoint toujours la même notion, qui est, on va pouvoir animer cette communauté, et on va pouvoir animer la communauté, non pas de gens qui ont acheté le billet, mais ceux qui sont, par exemple, venus au concert, ou ceux qui ont racheté le billet après le concert. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut imaginer délimiter des droits pour chacune de cette typologie de fans, ou de spéculateurs d'ailleurs. Ouais. Et donc leur adresser des services ou des événements qui sont à chaque fois différents. Parce qu'il y a ceux qui sont venus au concert, mais il y a peut-être ceux qui collectionnent le NFT derrière, qui ne sont pas forcément les mêmes. Ouais. Et en fait, ce qui est tout à fait intéressant, encore une fois, avec cette idée de communauté, c'est que ça s'anime et c'est bijectif. C'est-à-dire que je peux aller, moi, animer et rendre des services à ma communauté, mais en retour, je peux avoir des informations, des notations et être absolument certain que c'est vrai, traçable, intéressant, exploitable, etc. Alors, ça reste pseudonyme et c'est ça qui est intéressant. Exactement. C'est un wallet qu'on identifie. Exactement. Et pour autant, ça reste anonyme. Je ne sais pas nominativement qui est venu à mon concert. Et ça aussi, c'est extrêmement intéressant parce que quand on s'inscrit dans les plateformes usuelles pour aller dans un concert, on paye avec sa carte de crédit, on s'identifie nominativement. On n'a pas forcément envie d'être nominativement associé à un concert ou à un événement. Et là aussi, c'est un vrai avantage de pouvoir le faire de façon pseudonyme. Ouais, alors exactement. Alors, en toute transparence, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux organisateurs de choisir. S'ils veulent récolter un nom-prénom, ils peuvent quand même. C'est leur événement, c'est leur droit. Donc. Au moment de l'acquisition du billet. Exactement. Mais s'il a été revendu derrière. Non, là, c'est le wallet, en effet. Ouais. Mais par contre, en tout cas, ils ont la notion de savoir, même s'il a été revendu, de dire voilà, tu avais nom, prénom, mais par contre, tu sais que c'est plus telle personne qui est en possession. Voilà, c'est vraiment la notion de programmabilité en fait, qui permet à l'organisateur en fait, de faire ce qu'il veut et aussi de s'adapter aux besoins de sa communauté parce qu'il peut voir que si je mets telle fonctionnalité, ça répond, celle-ci, ça répond moins ou ça crée une friction et ça lui permet de s'adapter par rapport à la communauté. Alors, premier volet d'intérêt, c'est ce qu'on a décrit, c'est ce qui touche à l'organisateur de l'événement. Qu'est-ce que moi j'ai comme intérêt si je suis utilisateur de la blockchain et que je souhaite acheter des billets, me rendre au concert, etc. À quel type de service est-ce que je peux m'attendre ? Déjà, c'est la certitude d'acheter un vrai billet qui est plus juste pour l'artiste, pour l'organisateur de l'événement, etc. Et nous, il y a plein de choses assez sympas, plein de petites activations qu'on fait chez Billy. Par exemple, on a un concept de Billy Wonka. En gros, on cache des tickets d'or, des tickets un peu plus rares que les autres qui sont associés au niveau de rareté de ton NFT. Si tu as le ticket d'or, des expériences plus exclusives, plus exceptionnelles te sont réservées. C'est un tirage au sort ? Ouais, c'est un tirage au sort, ouais. Un peu comme une tombolatrie. Billy Wonka, c'est en référence à Willy Wonka avec Charlie. Bien sûr, je l'avais. Voilà, c'était un peu cool. Autre activation, donc en fait, on fait un moment. On fait un moment qui s'appelle le reveal. Un jour, une semaine avant le début de l'event, les gens pourront pouvoir découvrir est-ce qu'ils ont le niveau. Donc il y a une petite vidéo qui se lance, il y a un truc un peu cool qui est assez excitant, qui crée
d'engagement en fait auprès de ses fans. Après, ce qu'on fait aussi chez Billy, c'est que quand on scanne son billet, il peut évoluer. Il peut passer de noir et blanc à couleur, statique à animé, il peut prendre vie. Donc ça devient presque comme une preuve de JT, une preuve de participation, ou une proof of attendance. Donc il y a plein de petites activations qu'on met comme ça sur l'avant-événement. Puis après, il y a toutes les expériences exclusives pendant, et puis il y a toutes les expériences aussi où tu vas avoir du contenu exclusif, tu vas pouvoir bénéficier de playlists. Donc on peut mettre toutes les utilités qu'on veut en fait dans Billy. Pour l'instant, il y en a 8 qui sont à l'ordre du jour. Écoute de son, visualisation de clips, code promo, merch exclusif, code de réduction. Donc il y a un ensemble de choses. Puis là, après, à chaque fois, c'est nos partenaires qui décident. Celles qui mettent, etc. Ouais. Mais c'est ça qui est cool en fait, c'est que du coup c'est l'artiste ou l'organisateur qui va pouvoir définir ça et qui va pouvoir décider de l'expérience qu'il veut partager en fait avec ses fans. Donc s'il dit bah voilà on a 100 places pour ce concert, bah, il y en a 10, ils vont payer tel prix et après ils ont le droit d'aller boire un verre avec moi, je leur montre les coulisses, etc. Enfin tu peux vraiment aller hyper loin dans tout ce que tu veux et amener toute une dimension d'inédit en fait à un truc qui aujourd'hui était limité parce que techniquement on savait pas le faire et les acteurs auxquels tu avais au final aujourd'hui les plateformes de billetterie n'étaient que des fournisseurs de services alors que là toi du coup tu es un fournisseur d'expérience de manière beaucoup plus généralisée. Ouais, nous on aime se définir comme une boîte qui vend des expériences pour des communautés et vos communautés qui viennent vous voir en live. C'est quoi la taille de ce marché ? Alors c'est le marché de la billetterie est un marché énorme, c'est un marché à près de 70 milliards dans le monde. Il y a à peu près, je dirais, 30% qui représentent le sport, 30-35, 25-30 c'est plutôt la musique. Après on a tout ce qui est culture, on a tout ce qui est cinéma, on a tout ce qui est théâtre et ainsi de suite. Donc il y a tout ce qui est aussi online, l'e-sport, des choses comme ça. Et de plus en plus d'ailleurs. Donc gros marché. Voilà, c'est un marché à 1,5 milliard en France, je pense. Et Billy, ça a vocation à être quoi ? Français, européen, mondial ? Alors, pour l'instant, Billy, on est français. Après, on a notre premier événement aux US, à Miami. C'est pendant Art Basel. Donc, on est très content de le faire. Malheureusement, j'y serai pas parce que mon passeport est périmé, mais je devais aller à Miami pour l'événement. C'est le 29 en fin du mois. Après, il y aura Billy en Belgique d'ici janvier. Premier événement aussi, on est en train de bosser sur 2 événements potentiellement au Portugal. Donc on a pour ambition d'être une boîte internationale. Après, voilà, c'est toujours le début. Est-ce que tu as des contraintes un petit peu différentes d'un pays à l'autre ? Est-ce que tu as une réglementation du marché de la billetterie qui te permet de faire pas tout à fait la même chose en France qu'aux US ou... Alors, le marché de la billetterie en France est beaucoup plus complexe que dans quasiment tous les autres pays. Ce qui se passe, c'est qu'en France, on a beaucoup de distributeurs. Ouais. En gros, c'est très très rare où il y a un organe d'événement, par exemple un festival, qui va dire ma billetterie, c'est exclusivement cette billetterie. Parce qu'ils vont bosser avec peut-être Dice, Shotgun, Ticketmaster, Fnac Billetterie, parce que tous ces billetteurs te promettent de te vendre une partie de tes billets, etc., parce qu'ils ont censé avoir du trafic et du flux sur leur site. Ce qui ne marche pas du tout comme ça à Amsterdam, à Londres, aux US, où tu as toujours un billetteur maître. D'ailleurs, aux US, c'est souvent Ticketmaster, qui a un gros monopole là-bas, mais qui est en train d'être cassé. C'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'affaire de la semaine dernière avec... Non, okay. Non, mais si, c'est intéressant. Vas-y. En gros, ils avaient mis ils avaient fait une énorme vente et en fait, il y a eu des problèmes sur le serveur. Donc, il y a eu des millions de fans aux US qui n'ont pas pu acheter leurs billets. Il n'y avait que Ticketmaster qui était le monopole en seul distributeur. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes. Et vu que Ticketmaster est un monopole là-bas et qu'ils n'ont aucune solution de repli, en fait, ils ont été cantonnés à utiliser donc ils sont bloqués. Donc il y a une partie des ventes qui a été tout simplement arrêtée. Et du coup, quand tu organises un événement, est-ce que tu peux être multi-billetterie ou tu es toujours à chaque fois sur un seul acteur ? Est-ce que par exemple, j'organise un événement, je peux avoir recours à la fois à Billy et à la fois à Ticketmaster ou c'est... Oui, bien sûr. On est capable de faire ça.
Ok. Après, le côté communautaire, sécurité, vente-revente, évidemment, on peut le faire que si les billets sont Bien des sûr, NFT. évidemment, non, tu n'as pas les mêmes fonctionnalités d'un Non, côté ou de l'autre, mais en non, tout non, cas, on est capable, ouais. parce qu'aujourd'hui, ça peut être, je me mets à la place d'un gros artiste qui organise un concert, il peut se dire, bon, c'est une petite boîte, ça a l'air cool, mais peut-être Ouais, c'est jeune et j'ai peut-être pas les garanties, donc peut-être ouais, que t'as ça peut le raison. rassurer de dire, mais t'inquiète pas, en fait, tu fais nous, mais tu peux avoir aussi un Ouais, backup là, et d'ailleurs, ça te permettra aussi de voir que finalement, les gens, ils s'engagent autant chez nous que chez un gros, parce bien qu'ils vont sûr. pas là-bas, parce que c'est intéressant, ils vont là-bas parce que les billets sont juste là aujourd'hui. Ouais, Ok. ouais, on est capable de faire ça. Mais Et... est-ce que ça ne limite pas votre audience à des fans de crypto? C'est-à-dire que Ah. comment est-ce qu'aujourd'hui, de la façon la plus simple du monde, si j'ai pas de wallet, je peux avoir un NFT et venir au concert de Whatever Rap? Ouais, bah écoute, merci pour la question. Nous, c'est marrant parce qu'avant, Billy, c'est la marque qu'on a créée, mais la boîte s'appelait Smooth. Et en fait, nous, on voulait créer la smoothest experience. On voulait une expérience utilisateur qui soit ultra simple, que ce soit pour acheter ou revendre ses billets. Et chez Billy, moi, je considère que nos grands-parents sont capables, en moins de 40 secondes, d'acheter un NFT. Parce que si tu n'as pas de wallet, en fait, en 2 clics, on va t'en générer un automatiquement par Billy. Tu mets ton mail, tu reçois un code, tu valides ton code, boum, il y a un wallet qui est associé Allô, t'es un senior, à t'as ton pas de email. wallet? Et du coup, l'expérience de création de wallet est transparente, un peu comme Sora en fait. Mhm. Sora, on se connecte, hop, on a un wallet sous le capot. Pareil que Sora. Pour tout ce qui est paiement en euros, on paie en euros, c'est nous qui gérons la complexité d'interagir avec les smart contracts, payer en crypto, payer les gas fees, on paye tout ça. C'est transparent pour l'utilisateur. Donc en fait, je me connecte, automatiquement ça me crée mon wallet si j'en ai pas, Exactement. un wallet qui est Ouais. compatible avec le vôtre. Je peux mettre ça dans un autre wallet? Bien sûr, bien Je sûr. mets ça donc si j'en ai pas, j'en crée Ouais. un. Je peux payer en carte bancaire, j'imagine, Ouais. ou en crypto. Exactement. Euh, Apple Pay, Google Pay. D'accord. Est-ce que il faut payer dans une crypto qui est celle de la blockchain que vous utilisez, qui est laquelle d'ailleurs? Ouais, Ou alors, est-ce que je peux payer en ce que je veux? écoute, pour l'instant, on est sur Tezos. Ouais. Donc, les utilisateurs peuvent payer en XTZ, qui est la crypto de Tezos. On a fait une opération sur Polygon. On a pour objectif d'être multi-chain dans les mois qui viennent. Mhm. Ce sera Tezos, Polygon, Ethereum, les 3 premières qu'on fera. Mais pour l'instant, ouais, on est euro Tezos. Est-ce que ça, quand tu pitches, quand tu vas voir aujourd'hui des organisateurs, que tu leur pitches le projet comme ça répond immédiatement, ils comprennent tout de suite, te dire ok, c'est génial parce que toutes ces problématiques-là, effectivement, je suis confronté, let's go. Est-ce que tu as encore des frictions? Si oui, quelles sont-elles? Comment ça se passe les discussions? Bah, les discussions se passent bien, les gens, même s'il y a eu la chute des cryptos depuis un an où la spéculation a diminué, c'est tant mieux pour l'écosystème en général. Il y a quand même une envie parce que c'est un truc très nouveau, très cool, très créatif aussi, parce que chaque billet chez Billy est une œuvre d'art. On a fait des partenariats avec 2 artistes qui sont des artistes reconnus dans le monde du métal ou juste dans le monde de la 3D. On a fait des trucs très très cool. Donc oui, il y a une envie en fait de nos partenaires d'y aller. Évidemment, une des limites qu'on a, c'est qu'on nous dit est-ce que tu as fait un événement avec 50 000 billets? Bah oui, non, pas encore. Donc l'aspect de la scalabilité peut faire peur, mais c'est ce que je dis, c'est que nous, notre infra, la tech, c'est la même, hein, qu'on achète 100 billets ou 100 000, bon, voilà. Ce qui est intéressant d'ailleurs, ce que je note moi dans le monde de l'entreprise dans lequel je me balade de temps en temps, c'est que les gens sont quelquefois réfractaires à la crypto, mais de toute façon extrêmement intéressés par la blockchain. Et c'est marrant parce que dans l'esprit de l'entreprise, il y a une distinction qui s'opère entre les deux. C'est-à-dire que je ne suis pas absolument sûr de comprendre la tokenomics. Et donc, enfin, je parle au nom des chefs d'entreprise qu'on rencontre, mais la tokenomics, c'est-à-dire l'intérêt du jeton. Ouais. En revanche, l'usage de la blockchain et le développement de la blockchain est vraiment parfaitement communément admis dans la billetterie et probablement dans la billetterie dans les transports. Mais les exemples qui reviennent sans arrêt, c'est quid de l'ordonnance médicale. Enfin, je veux dire, il y a le NFT est très protéiforme, le smart contract est tout à fait intelligent, la notion d'oracle commence à être bien perçue et les gens comprennent ce que c'est. Donc je pense qu'il va falloir peut-être trouver une solution pour expliquer très clairement ce que c'est que l'économie d'un jeton, mais l'usage de la blockchain, je crois qu'elle est de mieux en mieux admise. Hein, qu'est-ce que tu en penses, Thibaut? Oui, non, je pense. Et puis l'avantage, c'est que la personne perçoit directement les avantages parce qu'ils sont très concrets en fait, et elle peut tout de suite les matérialiser dans son activité réelle. Donc finalement, après que tu utilises tel techno ou tel techno, elle, ce qu'elle en retient, c'est quels sont les avantages ou les inconvénients pour moi. S'il y a plus d'avantages, écoute, va pour cette solution. Et quels sont les risques aussi. Mais du coup, aujourd'hui, les risques sont assez limités pour des avantages qui sont quand même
hyper intéressant. Donc, a priori. Ouais. Est-ce que sur les smart contracts qui régissent vos billets, on trouve des avantages du type si jamais le concert est annulé, on est automatiquement remboursé? Ou ça, on est dans cet univers confronté à la même problématique que dans la billetterie traditionnelle où il faut faire des demandes de remboursement, etc. Et comment, en cas de report du concert, d'annulation, est-ce que ça aussi, c'est pas un incroyable usage de la blockchain? Ouais, c'est une bonne remarque. Alors, nous, de manière transparente, on n'a pas encore eu de cas d'annulation de report. Donc, on est comme une start-up, on développe le produit de manière assez itérative et au fur et à mesure que le besoin évolue. Après, ce qui est intéressant, c'est deux choses. Tout ce qui est paiement en euros, en fait, on a un intermédiaire de confiance, qui est notre banque, qui est capable, elle, de rembourser les gens si on leur donne la liste. Pareil pour le smart contract. En fait, les cryptos, elles sont envoyées dans le smart contract. Donc, en fait, tu as une masse d'argent qui s'accumule dans le smart contract et tant que l'événement n'a pas eu lieu, c'est comme si c'était potentiellement bloqué. Donc, on est capable, en tout cas, d'empêcher nos partenaires de juste encaisser l'argent et pas rembourser. Donc, il y a aussi des choses intéressantes de ce point de vue-là. Absolument. Et autre chose hyper intéressante, c'est que sur la revente des billets, dans la plupart des sites en ligne aujourd'hui, je mets mon billet en vente, il est vendu, moi, revendeur, j'encaisse l'argent 60 jours après. Alors qu'avec la crypto, c'est instantané. Vu que c'est en C2C, en client to client, hop, il y a un transfert d'argent qui se fait et hop, c'est instantané. Mais du reste, cette histoire de remboursement en cas de pépin ou de stocker les fonds jusqu'au jour de l'événement, c'est un vrai argument pour payer en crypto. Beaucoup plus facile d'être remboursé si j'ai payé en crypto, quasiment instantané. Et puis, je suis sûr que ça arrive dans le bon wallet, alors que la personne qui a acheté son billet en euros peut ne pas être la même que celle qui est la destinataire du billet, et donc ça va être l'enfer pour la rembourser. Le paiement en crypto permet de conserver une traçabilité que je n'ai pas forcément si j'ai payé en euros. Oui, donc c'est très, très protéiforme en matière d'usage et d'intérêt. Après, il reste quand même pas mal de sujets juridiques. Les sujets de remboursement sont aussi des sujets juridiques. Bien sûr. Sur dans quelle position on se place. Est-ce qu'on a une plateforme qu'on dit en mandat transparent, on est juste un prestataire technique, ou est-ce qu'on est en mandat opaque? Donc nous, c'est Billy qui sera responsable de rembourser les gens. C'est aussi des sujets juridiques qui dépendent à quel stade vous êtes tiers de confiance? Oui, exactement. Est-ce que c'est vous qui conservez les fonds? À quel moment vous les débouclez? Comment est-ce que vous les restituez? Exactement. Pour l'instant, nous, en manière transparente, on se place en juste prestataire technique. Donc, ce n'est pas nous qui sommes censés rembourser les gens, mais on pourrait ce qui marche dans un sens pourrait éventuellement. Exactement, bien sûr. Et du coup, pour rebondir sur la notion de prestataire technique, ça veut dire que toi, aujourd'hui, tu as la techno. Rien ne t'empêche non plus d'aller voir les gros de ce marché et de leur dire vous voulez faire ça, vous cassez pas la tête, moi je l'ai fait, marque blanche, prenez, utilisez, et en fait, toi, tu... Oui, exactement. C'est dessus, on est en plein développement de ça, d'avoir des widgets de paiement qu'on peut intégrer sur d'autres sites. C'est même pas sur la market Busy, c'est en un checkout en 4 étapes où je vais pouvoir acheter mon billet. Donc on est en plein dedans. Il y a eu 7 gros clients qui nous ont demandé ça, donc on est en train de builder chez Billy. Vous en êtes à combien d'events là? On est encore petit, on en est à, je dirais, 15-16. C'est déjà pas mal. 16 événements. Ouais. Notre premier événement, c'était un prototype, c'était en mai-juin. C'était le premier événement français où 100% des billets avaient été vendus sous NFT. Après, on a entamé une phase de build qu'on a fini vers mi-septembre. Et là, on a signé une dizaine d'événements. J'ai une dernière question. Est-ce que, pour l'instant, vous avez l'impression que le fait de fonctionner avec Billy n'est pas un peu connecté crypto et peut éventuellement être un frein pour les organisateurs d'événements? Et est-ce qu'il ne vous oppose pas le fait qu'on va avoir que des crypto-fans qu'on va adresser et pas forcément une population plus classique? Ouais, c'est une bonne remarque. Alors, d'expérience, c'est marrant, on a fait un événement à la Cigale il y a 3 semaines où il y avait 800 personnes. Et en fait, les 3/4 des gens ne s'étaient même pas rendu compte que c'était un NFT. Ils n'avaient même pas compris. Ils ne s'étaient pas rendu compte parce que l'expérience, ils ont juste acheté un billet. Ensuite, ils ont présenté leur QR code rentré à l'événement. Et voilà. Donc, on a espoir que l'expérience utilisateur reste quand même assez simple. Et les utilisateurs, en fait, n'ont même pas à savoir que c'est des NFT. C'est juste qu'ils ont un billet, mais un billet un peu magique qui va leur donner plus que ce qu'ils avaient avant. Ouais, extra. Donc, en fait, en plus, vous faites venir du monde à la crypto. Exactement. Voilà. Remplissez les salles de concert et en plus, on essaye. dans la crypto.
Une dernière question, Thibaut? Comment s'est perçu un petit peu ce changement? On l'avait rapidement évoqué tous les deux, mais voilà, ça semble être des usages qui sont assez évidents finalement pour l'évolution de cette industrie. C'est quoi un peu la position des gros acteurs de ce marché aujourd'hui? Mais écoute, on parlait de Ticketmaster tout à l'heure. Pour moi, c'est une énorme bonne nouvelle. Ils ont annoncé il y a 4-5 semaines qu'ils faisaient un partenariat avec une blockchain qui s'appelle Flow, ils allaient permettre à leurs fans de récupérer un NFT. On ne sait pas bien encore quels sont les contours, hein, mais ils sont en train de bosser sur ces sujets. Donc moi, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. J'ai quelques réserves parce que Ticketmaster, c'est un gros lobby, monopole, ils aiment contrôler les choses, donc apporter de la transparence, de la traçabilité. C'est pas certain qu'en termes de philosophie de valeur, c'est ça qui les avantage ou qui leur permettront de garder leur monopole. Donc, moi, je suis quand même très, très bullish sur ce qu'on fait avec Billy, mais on verra bien. Et pour moi, c'est un très bon signal, en fait, parce que Tout à fait. ça va mettre des millions de personnes, en fait, à ça. Face à ça. Je suis organisateur d'un événement. Où est-ce que je vous trouve? Alors, on a une landing page, billiapp.live. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, sinon, Robin Chamsey, en direct. Vous pouvez remplir un formulaire, on vous recontacte avec nos équipes commerciales. Et après, on discute. Et c'est assez rapide de déployer un événement sur Billy. Bon, il y aura énormément de choses à dire encore. Hein. Malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup, Robin, d'être venu partager ton expérience sur notre plateau. Merci à vous. On espère que ce sujet vous aura intéressé. Et si vous avez déjà rencontré des mésaventures de billets ou au contraire, si vous avez déjà utilisé Billy, merci de nous en faire part dans les commentaires. Merci beaucoup, Thibaut, de nous accompagner chaque semaine de ton éclairage sur ces sujets qui sont passionnants. C'était Parlons Crypto sur BFM Business, une émission produite par la H Consulting. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant de vous retrouver, n'oubliez certainement pas de vous abonner. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.